Ça a l'air pas mal ça. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah toi tu t'invites à la maison. Bah, fallait me le dire, dis donc, j'aurais prévu du saucisson et tout. Comment ça va? J'espère que ça va chez vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo avec, j'ai fait des petites prises de notes. Et j'avais envie de vous faire découvrir la neurobiologie des émotions. Alors, à travers la neurobiologie des émotions, je vais vous lire des passages très intéressants. J'ai lu beaucoup de livres, alors moi ça m'intéresse beaucoup. Vous, ça va peut-être vous embêter, mais moi j'adore. Et j'avais envie de vous faire partager un petit peu ce nouveau format, vous voyez, où vous êtes là le soir, et puis vous allez m'écouter, parler, vous faire découvrir un petit peu ce que c'est que cette pratique finalement. Et vous inviter éventuellement à lire de plus en plus ce type de pratique. Alors j'ai pris des petites notes. Et la neurobiologie des émotions, c'est quelque chose qui m'a intéressé très vite, parce que c'est très concret en fait. Alors sans plus attendre, je vais vous lire des petits passages pour que vous compreniez de quoi on parle. Nous sommes dans le couloir de la mort, en prison en Géorgie. Stéphane Mobley a été condamné à la peine capitale en 1991. Alors qu'il était âgé de 25 ans, il est rentré dans un commerce et a tué le responsable du magasin en lui tirant un coup de pistolet dans la nuque. Alors, vous voyez la situation quand même, c'est-à-dire que la personne est arrivée, elle est rentrée, plein de sang-froid, bam! Le meurtre est cruel et cynique. La victime était à genoux au moment des faits. Et Stéphane Mobley aurait déclaré, écoutez bien, aurait déclaré que cela allait lui permettre de postuler pour ce poste. Imaginez un petit peu l'action. C'est-à-dire que tu as une personne qui rentre, tu vois, dans un supermarché, et il a déjà dans l'idée de se dire, pistolet à la main, que si je te tue, eh ben je vais avoir du travail, parce que je vais prendre ta place. C'est cruel. C'est quand même assez... Hein, c'est chaud. C'est chaud. La condamnation à la peine capitale est prononcée et la cause du détenu semble perdue. Mec, il est cuit, pas d'alibi. Là, on est d'accord. Là, le mec, il peut pas dire non, non, mais c'est pas moi, je l'ai pas, non. Voilà, de sang-froid, voilà. Très dur, très dur, très dur à défendre. Hein. L'accusé n'ayant aucune circonstance atténuante, il provient de classe moyenne et il n'a subi aucune violence pendant son enfance. Donc, la personne, si vous voulez, on n'aurait jamais pu déterminer qu'elle avait un instinct d'assassin, de tueur. Et même, quand bien même, on arrive à un degré, si vous voulez, je pense, hein, où on est prêt à tout, on se dit pas, on va tuer pour avoir le travail, vous voyez. On va tuer pour prendre la caisse ou tout ce qui est alimentation, et puis on va se nourrir, on va prendre les sous, on va partir. Mais on se dit pas, tiens, c'est bon, je vais avoir du boulot, quoi. Donc, vous voyez un petit peu déjà le raisonnement. Donc, il n'a aucune excuse, en fait, à son acte. Hein, c'est ce que je voulais vous dire. Mais son avocat a une idée. Daniel Sommer va faire appel de cette condamnation. Il vient en effet de lire un article sur des travaux menés par des chercheurs hollandais. Et c'est là où tout va devenir intéressant. Brunner et Kohl, en 1995, qui décrivent la mutation d'un gène, alors là c'est génial, associé à une dysfonction de certains neurotransmetteurs cérébraux. Oh, j'ai du mal, les neurones, ils n'arrivent pas, tu vois, la synaptique, là, elle n'y arrive pas du tout. Cette mutation pourrait être liée à une criminalité plus élevée. En effet, le gène en question permet la fabrication d'une molécule. Et écoutez bien, la monoamine oxydase. Et là, c'est fascinant.
de type A, donc ce qu'ils appellent le MAO-A, qui est une enzyme dégradant plusieurs neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Et il existe deux formes, appelées variants ou allèles. L'enzyme serait plus ou moins active, les neurotransmetteurs plus ou moins bien détruits, altérant le comportement de la personne. Vous vous rendez compte que là, on est en train de vous expliquer qu'à travers une recherche, c'est pas... On va y venir, mais on arrive quand même sur une situation, on se remet dans la situation où la personne a tué quelqu'un de sang-froid croyant qu'elle allait prendre son travail. Et là, l'avocat dit, attendez, moi j'ai vu des personnes avoir fait des travaux, sortir une petite synthèse de tout, qui dit qu'en fait, chimiquement, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. La monoamine oxydase. Retenez-le bien. Les porteurs de l'allèle qui permet la fabrication de peu de la MAO, ce qui induit une faible destruction de la sérotonine et donc une plus forte quantité de cette molécule, semble en effet avoir des accès de violence incontrôlables. Donc là, on n'est même plus dans le concept où on dit qu'il t'a eu un grain de folie. C'est qu'on est en train de te dire que dans ton corps, il y a une molécule qui fout le bazar. On est en train de prouver qu'il y a des comportements, apparemment, avec cette molécule, qui sont explicables. Elle est là, je pense, la question de raisonnement. C'est que c'est expliqué, en fait. Ces résultats ont été reproduits par la suite. En 2005, ils ont montré que les personnes avec des allèles du gène associé à une diminution de la MAO présentent un taux de délinquance 2 fois plus élevé. Donc là, c'est-à-dire que les recherches, tu vois, commencent à aboutir à quelque chose, quand même. Et McDermott et Cole ont montré que ces mêmes sujets résistent très mal à des situations provoquant de l'agressivité. Tout converge donc ici vers l'idée simple, selon laquelle le gène de la MAO a produit des comportements violents. Et David Summer utilise alors les conclusions de ses travaux scientifiques pour plaider la cause de son client. Donc là, on n'est pas dans la... C'est-à-dire que vous avez l'avocat qui vous explique que c'est pas de la folie. C'est que, indirectement, la personne n'est pas fautive de cet acte parce que chimiquement, il est infecté par cette molécule qui agit pour lui sans qu'il en ait le contrôle. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est incroyable. Ce n'est pas Stephen Mobley qu'il faudrait accuser de ce crime odieux, mais son patrimoine génétique. Donc là, imaginez-vous quand même en salle d'audience, on remet en cause son patrimoine génétique. Pas son acte à lui, son patrimoine génétique. La tante du condamné témoigne, indiquant que dans leur famille, des actes de violence explosifs et inexplicables, crimes, viols, suicides, ont caractérisé certaines personnes depuis au moins 4 générations. L'affaire fait grand bruit. L'arbre généalogique de la famille Mobley est discuté dans les congrès scientifiques. On prend de l'ampleur. On s'y intéresse, c'est-à-dire que là, attention. Et tout serait donc génétique, ce qu'ils disent. Dans son arbre, il constate qu'il n'y a pas eu que des criminels. On trouve aussi des personnes qui ont réussi dans leur vie, comme des hommes d'affaires, qui n'avaient aucune histoire. Daniel Summer demande des examens génétiques de Stephen Mobley au tribunal. Mais ça est refusé. Et finalement, Stephen Mobley subit l'injection létale en 2005. Donc c'est quand même incroyable. C'est cette histoire qui a fait avancer en fin de compte la recherche
neurobiologique, puisque finalement, coïncidence entre cette molécule, la réactivité alors synaptique ou neurologique, comme vous voulez, avec les neurones, avec les connexions, qui ont fait que, indirectement, cette molécule a amené une agressivité incontrôlable. Alors, incontrôlable et insensé dans l'action. Alors on est sur je pense, un débat de peut-être un coup de folie, mais très intéressant. Les gènes sont localisés sur les chromosomes. Alors on va rentrer dans le débat. Situés dans le noyau de toutes nos cellules sous forme d'une molécule d'ADN. L'acide désoxyribonucléique. Je ne le referai pas deux fois. La question revient alors à celle-ci. Comment un brin d'ADN, qui n'est qu'un morceau de matière, peut-il produire des altérations comportementales? Il montre en évidence que si on met de l'ADN sur la table, l'ADN ne produira pas d'excès de violence. Comment l'ADN peut-il produire quelque chose sur les êtres vivants? Et donc ils disent, pour le comprendre, il faut s'intéresser à la fonction de l'ADN. L'ADN a pour fonction de permettre la fabrication de protéines, et non pas de produire des comportements. Cette production de protéines n'est possible que lorsque l'ADN interagit avec son milieu, le noyau de la cellule. Et lorsqu'une cellule, comme un neurone, a besoin de se dégrader, des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qu'il va commander, la traduction du gène de la MAO, donc la molécule, selon l'allèle du gène dont dispose le sujet en question, une quantité plus ou moins importante de molécules de MAO sera fabriquée, ce qui va donc permettre de détruire une quantité plus ou moins importante de neurotransmetteurs. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais comment cette quantité plus ou moins importante de neurotransmetteurs peut-elle affecter le comportement des sujets? Alors là, on arrive sur la question, donc on sait que la sérotonine, l'un des neurotransmetteurs dont l'activité dépend de la MAOA, est directement impliquée dans le développement du cerveau du sujet, car pendant la période embryonnaire et l'enfance, elle est impliquée dans la formation du cerveau. On peut donc s'attendre à ce que, en fonction de l'allèle de la MAO, le développement du cerveau ne se fasse pas tout à fait de la même façon. Et ça a été observé en 2006 par Meyer-Lindenberg. Les personnes ayant un faible niveau d'expression de la MAO, donc de cette molécule, présentaient une diminution de 8% du volume de la matière grise dans différentes régions du cerveau. Comme les émotions, pour les émotions comme le cortex singulaire, l'insula, qui gère les émotions, l'amygdale et l'hypothalamus. Donc l'amygdale du cerveau, pas les amygdales. Et dans une autre région, impliquée dans l'inhibition du comportement, l'attitude à inhiber les comportements que nous jugeons inacceptables comme la violence, le cortex orbitofrontal latéral, on trouve une différence de volume de 14%. On peut donc penser que sont l'allèle de la MAO qui porte les sujets, le volume et le fonctionnement de certaines aires cérébrales comme les régions frontales sera réduit. C'est quand même incroyable. Comment est-ce qu'ils ont trouvé cette molécule et comment est-ce qu'elle agit dans notre corps? Une étude publiée en 2002 par Caspi et ses collaborateurs l'illustre de façon très éclatante. Ces chercheurs se sont intéressés aux deux allèles du gène de la MAOA dans une population de la Nouvelle-Zélande. L'étude est très impressionnante, puisque 11 037 enfants ont été recrutés et suivis depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 26 ans. Les chercheurs disposaient d'informations nombreuses sur cette cohorte, concernant à la fois leur patrimoine génétique et leurs conditions de vie. Pour exemple, ils savaient qu'entre l'âge de 3 ans et 11 ans, 8% de ces enfants avaient subi des maltraitances sévères. Et en parallèle, des données existaient sur les différentes variantes
du gène de la MAO à ces enfants, ainsi que sur leurs comportements antisociaux lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte. Les sujets qui sont porteurs de l'allèle, qui permet une moins bonne fabrication de la MAOA, sont plus agressifs, mais seulement dans le cas où ils ont subi des maltraitances durant leur enfance. S'ils n'ont pas subi de maltraitance, leur comportement est identique à celui des personnes porteuses de l'autre allèle. Mieux encore, la maltraitance pendant l'enfance, à elle seule, n'est pas suffisante pour induire un comportement violent chez les personnes porteuses de l'autre allèle. Et c'est là, après, on va rentrer dans beaucoup plus de données. Comment est-ce qu'ils ont pu justement scinder, comprendre que cette molécule, à travers un écosystème, violent ou pas violent, a amené une modification du comportemental. C'est ça qui est vraiment très important. Les recherches les plus poussées dans ce domaine concernent un autre gène, celui du récepteur aux glucocorticoïdes. C'est des molécules libérées suite à un stress. L'exemple le plus connu est le cortisol. Lorsqu'une personne subit un stress important, les petites glandes situées au-dessus de chaque rein sécrètent du cortisol. Ça va agir en différents endroits de l'organisme et au niveau du cerveau sur des récepteurs appelés récepteurs aux glucocorticoïdes. Ces derniers ne sont pas localisés au hasard dans le cerveau. Il écrit qu'il se trouve une quantité abondante dans certaines régions spécifiques comme l'hippocampe, une zone impliquée dans le contrôle du stress, l'anxiété et dans la mémoire. Chez les sujets adultes, il existe de grandes variations dans le nombre de récepteurs aux glucocorticoïdes de l'hippocampe, ce qui va permettre une plus ou moins bonne résistance au stress. Et la question c'est, du coup, est-ce que ça devient génétique ? Chez la souris, on peut manipuler ce gène de telle sorte à l'invalider spécifiquement dans le cortex et l'hippocampe. Alors qu'est-ce que ça produit ça ? Les comportements anxieux et la résistance au stress sont altérés, suggérant l'implication de facteurs génétiques dans l'expression de ces comportements. Suggérant l'implication de facteurs génétiques dans l'expression de ces comportements. Cependant, ces facteurs sont loin d'être le seul à être impliqués puisque le niveau de récepteurs aux glucocorticoïdes dépend également de facteurs épigénétiques. C'est un petit peu dans l'air du temps ça, tu vois. Dans l'équipe de Michael Miney au Canada, des chercheurs ont montré que l'environnement était lui aussi fortement impliqué dans l'expression de ces récepteurs, donc l'écosystème. En effet, chez le rat, il existe des individus chez lesquels le nombre de récepteurs aux glucocorticoïdes dans l'hippocampe est diminué suite à une méthylation du gène codant pour ce récepteur. Codant pour ce récepteur. Et qu'est-ce qui a produit cette altération ? L'environnement social en affirmation. En effet, à leur naissance, les ratons dépendent entièrement des soins parentaux puisque leur mère les réchauffe, les nourrit et prélève leur excrément. Et la qualité de ces soins parentaux est donc essentielle à la survie des jeunes. Or, il existe une très grande variabilité de ces comportements que l'équipe de Michael Miney a pu classifier en distinguant les mères qui fournissent des soins abondants et celles qui ont le comportement opposé. Si on étudie l'expression des récepteurs aux glucocorticoïdes dans l'hippocampe, des petits, une fois parvenus à l'âge adulte, on peut observer que leur nombre, et donc l'attitude à affronter des situations stressantes, est directement liée à la qualité des soins maternels reçus pendant la période de développement. Les animaux exposés à des soins très abondants ont plus
ont plus de ces récepteurs dans l'hippocampe. L'inverse étant vrai dans le cas opposé. C'est incroyable. Ça va, t'es bien au chaud là? Ça va, ouais. Je continue un petit peu, hein. Et comment cela se fait-il? Ce phénomène est directement lié à la méthylation du gène codant pour ces récepteurs. En effet, des soins maternels peu abondants sont associés à une plus forte méthylation du gène. On peut donc dire que l'environnement maternel a induit une modification, non pas du gène, mais de son expression, par le biais d'une méthylation de l'ADN correspondant. Ainsi, des variations dans l'expression de protéines peuvent être liées à des différences de variants des gènes correspondants, mais aussi à des différences environnementales. Je trouve que c'est passionnant en fait. Ces explications-là au début, elles sont un petit peu dures à avaler, tu vois. Elles sont un petit peu dures, il faut les mâcher, les digérer parce que c'est tout nouveau. Mais c'est passionnant comme lecture. Depuis une centaine d'années, un débat passionné règne entre les partisans de la théorie selon laquelle les changements physiologiques sont la conséquence des émotions, et ceux qui prônent le schéma opposé. Qu'en est-il? Le schéma classique, ça c'est très intéressant, est que ces changements sont la conséquence de la situation émotionnelle. L'idée est que lorsque j'attends cette personne, cela crée un mélange d'appréhension et de joie, induisant ces changements physiologiques. Mon cœur bat à tout rompre, je suis proche de la syncope. Et pourtant, tu as un psychologue philosophe, William James, qui lui dit l'inverse. Donc je le cite, le sens commun dit que lorsque nous perdons notre fortune, nous sommes désolés et nous nous lamentons. Que lorsque nous rencontrons un ours, nous sommes effrayés et courons. Que lorsque nous sommes insultés par un rival, nous sommes en colère et frappons. L'hypothèse que l'on défend ici dit que l'ordre de la séquence est incorrect. Que, 3 petits points, une proposition plus correcte est que nous nous sentons désolés parce que nous nous lamentons, en colère parce que nous frappons et apeurés parce que nous tremblons. Et presque au même moment, le physiologiste danois Karl Lange propose à peu près le même concept. Bien qu'il travaille dans un domaine tout à fait différent que James puisqu'il est physiologiste. Et c'est là, c'est très intéressant ce qu'ils sont en train d'évoquer là. Les informations générées par les modifications viscérales, rythme cardiaque, irrigation de la peau, dilatation des bronches, pression artérielle, les comportements, fuir, et la musculature du visage, expression faciale des émotions, sont transmises au cerveau via le nerf vague, en ce qui concerne les informations en provenance des viscères, et via le nerf trijumeau pour le visage. Et elles n'y arrivent pas en désordre, mais sont convoyées vers des aires cérébrales très précises, telles le cortex somatosensoriel et le cortex singulaire ou l'insula. J'espère que ça vous passionne. Et ça, vous voyez, voilà, ça c'est... J'ai lu plusieurs petites choses là-dessus sur la neurobiologie des émotions et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça devient un peu plus concret et non abstrait. Non, on rentre pas dans une spiritualité de quelque chose, d'une incompréhension, de, voyez, d'une imagination. Il parle des émotions. Des émotions qui font appel avec une interaction de nos neurones, des neurotransmetteurs. Il y avait, je me souviens, il y avait quelque chose qui montrait que... En fait, on rentre dans un débat où l'émotion
en fait, prend le dessus sur notre vie. Et des fois, il fallait écarter l'émotion pour pas elle n'affecte notre comportement. C'était... je sais plus c'était quel livre. Mais un exemple concret, en fait, physiologique au niveau de la modification justement physiologique de tout ça. Parce que la neurobiologie des émotions, c'est à travers une transformation aussi physique que nos émotions vont agir différemment. Et si par exemple vous mettez un crayon entre vos dents, bon, je vais mettre mon doigt, mais comme ça, et bien votre visage, faites-le, votre visage va se mettre à sourire automatiquement. Et donc quand vous allez rester comme ça, des fois vous êtes chanchon, faites-le, vous allez voir. Comme ça. Vous allez avoir une autre perception en fait de jugement, de ce que vous pouvez constater, par exemple un film ou une situation. En fait, comme votre visage va sourire, vous allez plutôt être dans quelque chose de plus positif. Il y avait une étude qui avait été faite où ils avaient montré que des personnes qui n'étaient pas informées de cette situation, ils leur demandaient de regarder un dessin animé et de mettre le crayon entre leurs dents. Donc visage illuminé, ouvert, ils sourient, ils regardent le dessin animé, puis ils y mettent une note. Je crois que c'était ça, ils mettent une note, bon, ils ont passé un bon moment, et après ils leur demandent de prendre le crayon et de coincer ce crayon entre les lèvres. Donc, quoi ça? Donc je vous le fais, ça veut dire qu'en fait, là, je ris, entre les lèvres ça fait ça. Et là, automatiquement, vous changez de physionomie parce que là, votre visage, vos sourcils se resserrent. Et donc, de regarder le dessin animé. Et là, ils n'ont pas mis la même note. Alors, je ne sais plus de combien ça avait perdu, 1 ou 2 points, je me souviens plus trop. Mais comme quoi, la modification physiologique avait altéré les émotions qu'ils ont pu rencontrer à travers le dessin animé. Donc plus positives ou plus négatives. Et ça, c'est concret. Vous le faites chez vous. C'est vrai que du fait de sourire, quand on vous parle, c'est moins pire que c'était prévu. Par contre, quand vous êtes comme ça, tout de suite, vous êtes fermé, vous n'êtes pas content dès le démarrage. Donc ce qu'on va vous dire, ah, c'est grave. Et même s'il y a une bonne nouvelle, ah ouais, vous voyez. Mais bon, faudrait le lire tout ça. Voilà. Donc pour vous dire, ce que je viens de vous lire, c'est un petit passage. C'est un livre de Catherine Belzung. Elle est professeure de neurosciences à l'université de Tours et membre senior de l'Institut universitaire de France. Et je n'ai aucun intérêt, je ne vous cache pas que j'ai lu beaucoup de bouquins. Mais je suis obligé quand même de vous dire ces petits passages et droit à l'auteur quand même. Et donc j'ai trouvé que son livre sur la neurobiologie des émotions était assez concret en fait. Très bien écrit. Il y en a plein d'autres. Et en fait, elle décrit beaucoup de situations. Regardez. Une personne souriante se promène dans la rue. Même si nous ne connaissons pas les raisons de ce sourire, nous comprenons cependant, au travers de cette expression faciale, qu'elle ressent un état émotionnel plutôt agréable. Il en est de même si nous voyons le visage triste de quelqu'un, nous comprenons immédiatement quel sentiment il ressent, et il peut nous venir l'intention de le consoler. Il en est de même pour bien d'autres émotions. Les émotions permettent de communiquer aux autres ce que nous ressentons et par là de favoriser le lien social. Mieux encore, elles sont nécessaires à l'empathie, car si je ne suis pas ému par la situation de l'autre, comment pourrais-je me soucier de lui ? Toute vérité.
Mais cependant, l'empathie nécessite des processus complexes, car il s'agit de comprendre les intentions et les émotions des autres. Regardez. Le premier niveau, le plus élémentaire, correspond à un phénomène appelé contagion émotionnelle. Vous bâillez et d'autres, sans raison apparente, se mettent aussi à bâiller. Un bébé se met à pleurer et les autres bébés de la crèche se mettent à pleurer. Il s'agit d'une sorte de contagion liée à une synchronisation corporelle. Votre corps est représenté dans une partie précise de votre cerveau sous forme d'un genre de carte qui vous permet d'avoir des informations sur l'état dans lequel se trouve chaque partie de votre corps. Sans même vous regarder, vous savez que vous êtes en train de bâiller, de sangloter, de rire, etc. Si donc le sanglot de l'autre se déclenche, du fait de la synchronisation corporelle, mon propre sanglot, je vais pouvoir interpréter ce que je vois chez l'autre en me basant sur son propre état corporel, donc la synchronisation. Et comprendre ainsi que l'autre a du chagrin. Ulf Dimberg mettait des électrodes sur le visage des sujets volontaires pour enregistrer l'activité des muscles de leur visage pendant qu'ils étaient en train de regarder un écran d'ordinateur sur lequel apparaissaient des visages joyeux ou en colère. Il constata que les sujets avaient tendance à activer les muscles nécessaires à l'expression faciale de la colère, dans le cas où les visages présentés étaient ceux de personnes en colère, et inversement pour les visages joyeux, donc la synchronisation. Et donc c'est vrai que c'est très très intéressant la neurobiologie des émotions. Alors je vais vous laisser lire son livre, hein, je vous le rappelle, donc c'est la neurobiologie des émotions. Voilà, je vous le mets. J'espère que vous arrivez à voir quelque chose, parce que je suis pas fort pour... Mais si ce format vous a plu, si vous voulez que je vous fasse découvrir des activités, d'autres pratiques, qu'on fasse un petit peu de lecture, le soir, au calme, bah, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit du coup. À bientôt. Ciao, ciao.